RMC, le grand oral des grandes gueules. Nous sommes avec Sylvain Maillard, député La République En Marche, et Christian Page, SDF, que nous recevions la semaine dernière. Mon cher Olivier, débat organisé par les grandes gueules. Bonjour Christian Page. Bonjour. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour. On va rappeler l'origine de ce débat. Christian Page était parmi nous la semaine dernière et puis on parlait de ce qu'a dit Sylvain Maillard. On va y revenir dans un instant. Et vous aviez souhaité pouvoir dialoguer. Alors, on a organisé ce dialogue. Merci à vous. Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris, il y a quelques jours, vos propos ont choqué. Vous avez dit, et vous allez vous expliquer, que finalement certains SDF restaient dans la rue parce que c'était leur choix. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée ? D'abord, c'est de redire que c'est des propos qui sont maladroits. J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis. Mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'on les prenne dans l'intégralité de la bande-son qui a été faite sur RFI. Et je parlais d'une partie des hommes et des femmes qui sont dans la rue et d'expliquer maladroitement, et vraiment je le regrette parce que je sais que ça a blessé beaucoup de personnes qui sont déjà en grande difficulté et aussi des bénévoles qui passent... qui font un travail formidable. Et donc, j'ai eu l'occasion de le dire et j'en profite de votre antenne pour le redire. Mais dire aussi que la phrase qui m'a été reprochée, entre autres, par ce journaliste qui a fait boule de neige et qui est passé dans le Canard enchaîné et d'autres, c'est une phrase que vous pouvez réécouter la bande que je n'ai jamais prononcée. Donc, voilà. Dire que de toute façon... moi, je veux vraiment le redire. J'ai eu des propos maladroits et que je veux être à l'écoute. J'ai été au moment où ça a commencé à être une affaire, où on commençait à en parler partout. J'étais dans le premier arrondissement à la sauvegarde pour travailler sur les mineurs isolés. C'est un sujet moi qui me touche. J'ai été élu local, je suis toujours élu local, auquel on est confronté en permanence, sans le feu des projecteurs. Et c'est des dossiers sur lesquels je veux continuer à travailler, et je veux travailler et pas rester dans une sorte de... Mais il y avait des propos qui avaient été tenus par le secrétaire d'État Julien de Normandie qui disait qu'il y avait 50 SDF chaque soir qui restaient dans la rue de leur plein gré. Je crois qu'il a clairement expliqué ce chiffre. C'est un chiffre qui nous remonte en fait qui lui remonte et donc qui nous remonte tous les jours. C'est un chiffre qui traduit une réalité statistique, mais qu'en fait, qui ne traduit pas du tout la réalité sur le terrain. Donc, il a eu l'occasion d'en reparler. J'ai essayé aussi, et maladroitement, d'expliquer ce chiffre. Voilà, je crois que là-dessus, on est clairement... on le sait, on le voit, le problème des sans-abri est bien plus que 50 personnes à l'heure actuelle. Christian, vous avez entendu les regrets en fait du député Maillard. Oui, tout le monde peut faire des erreurs et tenir des propos mal interprétés, c'est sûr. Après, en ce qui concerne les chiffres, 50, c'est vraiment minorer le problème. D'ailleurs, c'est bien puisqu'il y a le comptage des SDF à Paris cette nuit. La nuit de la solidarité. Voilà, la nuit de la solidarité. Une bonne idée ? C'est une idée. Après, je ne sais pas. Parce que, si vous voulez, les chiffres des SDF, on les connaît. Parce que ceux qui dorment dans le métro sont comptés par les agents de la RATP. Les maraudes du 115 font remonter les chiffres de ceux qui croisent quand ils dorment dehors. On peut avoir une bonne estimation du nombre de personnes qui dorment dans la rue. Il n'empêche qu'il manquera toujours des nombres de places d'hébergement. Et particulièrement pour les femmes. Mais vous pensez que franchement, parce que Sylvain Maillard dit, moi c'est quand même un sujet, vous le dites, c'est de l'humain qui vous tient à cœur. En tant qu'élu local, vous vous investissez, mais vous sentez franchement cet investissement. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que les choses bougent et qu'on tient à vous et qu'on s'occupe de vous, Christian? Alors, franchement, je prends pas le problème comme ça. Je suis bien conscient. Je fréquente beaucoup d'associations, je rencontre beaucoup de gens, je vois beaucoup de bénévoles et même de salariés qui font beaucoup de choses pour les gens à la rue. Moi, je pense que ce qui manque, c'est surtout une volonté politique de financement, de places d'hébergement d'urgence, éventuellement même de réquisition de bâtiments vides, parce que ça peut se faire légalement. Ça, on la voit pas. Et par contre, on voit de plus en plus de femmes et d'enfants dans la rue. Sylvain Maillard, le président Macron avait dit je ne veux plus voir des gens dormir dans la rue à la fin de l'année 2017. Nous sommes février 2018. On en voit chaque soir et parfois des très jeunes, comme vient de le dire Christian, dans la rue.
Et parfois, on n'en voit pas aussi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ceux qui se cachent, beaucoup de femmes aussi qui tournent dans les bus ou dans les métros, particulièrement le week-end où Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à Christian alors? Donc il y a ceux aussi qu'on ne voit pas. Et moi, la volonté politique, vous dire, Christian Page, que la volonté politique, elle est là. Sauf que, à notre corps défendant, mais c'est ainsi, on est là depuis 8 mois. C'est-à-dire qu'on est aux affaires depuis 8 mois et que l'ampleur, aussi, il faut le dire, il faut être réaliste dessus. L'ampleur ne fait que s'aggraver. C'est-à-dire qu'on a quand même des flux qui arrivent vers Paris, de plus en plus importants, de population, parce que Paris attire, parce que Paris est un nœud ferroviaire, parce que c'est la ville lumière, c'est la ville où on pense que ça sera moins difficile. Ouais. C'est moins difficile, et donc c'est une ville qui fait qu'attirer. Donc le nombre ne fait qu'augmenter. Et la volonté politique, elle est clairement sûr, de trouver une je pense solution. pas que c'est que Paris, mais généralement les grandes agglomérations, c'est un peu un effet aimant, puisqu'il y a plus d'associations, il y a plus de possibilités d'aide que dans des villes plus moyennes ou voire plus petites. C'est pas que Paris, mais c'est vrai que Paris est une zone hyper tendue. Mais Christian, que demandez-vous aux députés? Vous avez un député face à vous qui dit « Moi j'ai envie d'agir, j'ai envie de faire des choses ». Il faut les faire. Alors, j'ai écouté ce week-end Julien de Normandie qui faisait une espèce d'ébauche d'une loi logement. Tout n'est pas acheté, mais le problème, c'est qu'il faut faire. Alors, par exemple, l'idée de transformer des immeubles de bureaux en logements, ça coûte moins cher. Droit au logement, le DAL et Jean-Baptiste Ayrault, ils le disent depuis 20 ans. Ils ont travaillé avec des architectes. On peut très bien transformer des immeubles de bureaux en logements rapidement et moins cher. Sylvain Maillard. Faut le faire. Alors, en fait, nous, on est parti sur une autre optique. Donc, il y a ce qui est à court terme et ce qui est à moyen et long terme. Et je l'entends toujours que ce n'est jamais assez rapide. Et vous avez raison, ce n'est jamais assez rapide. Donc, il y a le logement court terme, c'est-à-dire mettre un toit sur votre tête ce soir. Ça, c'est le court terme. On a fait 10 000 places supplémentaires. Il n'y en a jamais eu autant. Est-ce que c'est une solution pérenne, c'est une solution parfaite? Non. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais dans mes propos dont on parlait au début, c'est que c'est quand même des endroits, pour certains d'entre eux, où vous n'auriez pas envie d'aller. C'est des endroits compliqués. Christian, dans lesquels il n'a pas envie d'y aller dans ces endroits. C'est des endroits compliqués. Dans certains endroits, mais on met un toit sur la tête. On propose en tout cas, il faut que chacun soit... Non, je vais terminer dessus. Donc, solution court terme. Après, solution plus long terme. D'abord, il faut... sur le logement, il faut construire beaucoup plus. Et ça, ce sera dans la loi logement. D'où adapter les bureaux, ça peut être fait très rapidement. Mais vous savez, pas tant que ça. C'est assez compliqué en fait quand vous regardez. Et si on part sur une réquisition, enfin, c'est pas forcément l'endroit, mais si on part sur une réquisition, ce que nous, on a peur, nous, c'est que ça bloque les investisseurs privés qui disent ah bah non, à ce moment-là, on n'investit plus. Donc nous, l'idée, elle est assez simple, c'est de construire, libérer du foncier pour pouvoir construire 40 000 logements par an, parce qu'il va falloir faire un effort sur des années, des années. 40 000 logements. Et par contre, sur le moyen terme, monsieur le député, excusez-moi, sur le moyen terme, c'est vrai, regardez, on bloque les investisseurs. Il y a des immeubles qui sont laissés vides délibérément à des fins spéculatives. Alors si quelqu'un veut laisser un immeuble vide pendant 10 ans pour spéculer, d'accord, mais vous le réquisitionnez, vous le dédommagez comme s'il percevait un loyer, et puis vous faites les logements sociaux. C'est pas spéculatif du tout. C'est une erreur d'analyse. Surtout sur des zones tendues comme ça. Non, mais c'est pas de la spéculation. C'est simplement qu'il y a une surcapacité de l'offre à certains endroits pour certains produits, et que tout ceci s'inscrit dans un contexte général qui est celui de la métropolisation. Beaucoup d'entreprises, pour des raisons économiques, quittent le centre de Paris pour aller s'installer à la périphérie, parce que c'est moins cher, parce que c'est plus pratique, etc. Le problème est extrêmement complexe. Je comprends parfaitement votre logique. Le SDF, il se fout sous un Porsche, ou dans un pas de porte depuis peut-être 5 ans, 8 ans d'un immeuble qui est vide depuis 5 ans, 8 ans et qui en plus est éclairé la nuit. Donc lui, il se dit, moi j'ai toujours pas de toit. Il y a des hostos aussi qui sont vides. Et tu sais, t'as un grand panneau avec marqué 5000 mètres carrés à louer. Des bâtiments, c'est la démonstration qu'il n'y a pas de candidat. C'est la démonstration qu'il y a les impôts, la poste, il y a beaucoup d'anciennes administrations. J'ai l'exemple de l'armée du salut dans le 19e arrondissement de Paris, qui a transformé en centre d'hébergement d'urgence l'ancien siège de la DRAS. Ouais. Et ça fonctionne bien. Ça fait 7-8 ans qu'ils ont ouvert. Ouais. Et c'était le siège de la DRAS, donc c'était des bureaux. Ça a été aménagé en foyer d'hébergement. Ça fonctionne. Et aussi dire qu'il faut aussi
que nous, on muscle aussi l'accompagnement de toutes ces personnes qui ont été ou qui ont été dans la rue, parce que il ne suffit pas uniquement de mettre un logement, il faut aussi un accompagnement pour qu'on puisse, pour une vraie réinsertion, trouver un emploi. Mais ça, c'est les associations qui s'en occupent. Oui, l'association, mais il va falloir que. Mais sauf que le flux est de plus en plus important. Et donc, à un moment, il y a aussi les moyens sur lesquels nous, on va investir, on va investir parce qu'on a besoin d'avoir un parcours. Là, pour le moment, le système est bloqué, c'est-à-dire qu'on a des centres d'hébergement d'urgence qu'on ouvre. On en a ouvert beaucoup dans Paris, d'ailleurs. On a beaucoup de places libres à l'heure actuelle. Mais derrière, on a des centres d'insertion qui sont, qui sont complètement engorgés, où là, il y a des travailleurs sociaux pour vous aider à trouver ensuite un emploi, pour vraiment et puis surtout pour avoir un toit de façon un peu plus pérenne. Mais derrière, on a un problème du logement social. Et on revient toujours au problème du logement social. Qu'on prenne de la personne dans la rue ou de celui qui est demandeur d'un logement social depuis tant et tant d'années, c'est qu'on n'a pas suffisamment construit. On a un vrai déficit là-dessus. Peut-être qu'on s'est trompé, monsieur le député. C'est-à-dire on s'est trompé, peut-être que c'est pas le logement qui devrait être social, mais l'occupant. Vous voyez, on ferait comme en Allemagne, les choses seraient totalement différentes. Comment ils font en Allemagne ? C'est exactement ça. D'abord, il n'y a pas le problème de sous-capacité de l'offre. On n'est pas en déficit de logement. Alors certes, le modèle d'organisation du pays n'est pas tout à fait le même. C'est pas centralisé. Mais je rappelle simplement qu'en Allemagne, le coût moyen du logement pour une famille, c'est 14% de son revenu. En France, c'est plus du double. Ça veut dire qu'on a 15% de pouvoir d'achat à rendre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment et parce qu'on est dans des politiques rigides. Quand on rentre dans le logement social, le logement, il est social. Le type, lui, n'est plus social au bout de 10 ans. Mais il reste dans son logement. Mais il est toujours là. Donc c'est le locataire, enfin c'est l'occupant qu'il faut qualifier de social, en admettant l'idée que dans la vie, il y a des itinéraires. On commence avec des petits moyens, et puis ça va mieux, et puis éventuellement et puis il y a des accidents de la vie. Moi, je le défends depuis tant que... Super idée. Il y a un système dans les HLM, c'est les surloyers. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus, qui pourraient se loger dans le privé, mais comme ils ont eu un HLM d'attribué, bon, ils bougent pas. Et on leur met un surloyer en disant, comme vous gagnez. Non, ou ils n'ont plus de mômes, ils n'ont plus de mômes, ils sont toujours dans un privé. On a vu même des élus de la République dans des logements sociaux alors qu'ils avaient les moyens d'être ailleurs et de libérer, par exemple. Et de libérer de ces logements pour ceux qui en ont vraiment besoin. Moi, c'est une idée politique que je porte depuis des années en disant qu'il faudrait probablement revoir au bout de, alors X années, on avait dit 5 ans, 6 ans, la situation de chacun des occupants, de savoir s'ils étaient tout à fait, c'était encore une famille ou plus une famille, parce qu'il est extrêmement choquant d'avoir des logements sociaux avec un homme et une femme dans 80 mètres carrés, et puis juste en face, une famille où ils sont 7 ou 8 dans 40 mètres carrés au même étage. Et parce que c'est devenu un droit à vie. Et cette non-fluidité des logements sociaux est un de nos soucis. Donc moi, je suis d'accord avec cette idée, on la porte depuis des années, mais ça ne suffira pas. Il faut construire, il faut qu'on construise beaucoup plus. On a un vrai déficit à construire au bon endroit aussi. Sylvain Maillard, la discussion continue dans un instant avec Étienne, avec Pascal et Zora, des questions, et puis peut-être une amorce de solution entre vous avec les échanges que vous pourrez avoir, Christian Page et Sylvain Maillard. Restez avec les grandes gueules. Et dans le grand oral des GG, aujourd'hui, nous avons voulu mettre face à face, parce que c'est l'actualité aussi qui, à travers les déclarations des uns et des autres, qui nous a donné l'idée. C'est Christian Page qui est SDF et très actif sur les réseaux sociaux. Vous voulez porter la voix de ceux qui n'en ont plus ou plus beaucoup aujourd'hui. Et Sylvain Maillard, député La République En Marche. Christian Page, pour sortir de la rue, il faut un toit, mais pas seulement. Il faut aussi une vie sociale, un travail, retrouver aussi l'envie de vivre parmi les autres. Il y a beaucoup de SDF, on en parlait quand vous étiez venu, qui sont aussi repliés sur eux-mêmes et qui à un moment donné se coupent du monde. Ouais, ça c'est le problème de l'isolement, mais je pense qu'on prend pas assez conscience du fait que ça doit passer d'abord par l'hébergement. Je le dis tout le temps. Moi là, j'ai dormi dehors cette nuit. Pourquoi vous n'avez pas été dans un centre avec un tapis de sol, des couvertures. Enfin, je suis bien équipé. Mais Christian, pourquoi vous n'avez pas été dans un centre ? Faut que, comme vous, quand vous allez travailler, vous vous levez, vous avez dormi sur un lit, vous allez prendre votre douche, devant votre armoire, les fringues propres, le petit café à la cuisine et je pars bosser. Moi, je peux pas faire ça. Faut que j'attende qu'à 9h, une association elle ouvre pour prendre un ticket pour prendre ma douche, aller dans un vestiaire éventuellement pour trouver des fringues propres, donc reprendre un autre rendez-vous.
Qu'est-ce qui peut ressortir de ce dialogue? Est-ce que vous entendez alors, Sylvain Maillard? Parce que je voyais certains nous disent, vous avez fait de la com aujourd'hui, les GG. Non, on essaie de faire quelque chose de constructif. Qu'est-ce que de ce face à face, qu'est-ce qui peut en sortir concret? Je voulais dire deux choses. Moi, je viens pour écouter Monsieur Page, voilà, d'avoir une vraie discussion, de pouvoir entendre, et puis surtout que les auditeurs entendent. Je pense que c'est important. Moi, je viens régulièrement. Ma parole, c'est facile, mais je trouve qu'on écoute. Il ne faut pas uniquement écouter pendant la période hivernale, il faut aussi l'été, c'est très difficile aussi, on en parle moins, voire pas du tout, et dire aussi qu'il faut qu'aussi on se mobilise tous. C'est-à-dire que c'est pas les pouvoirs publics, vous avez tout à fait raison, c'est notre responsabilité de trouver des solutions, et je vous assure que la volonté politique est là. Mais c'est aussi la mobilisation de tous, d'être plus à l'écoute, d'être plus ouvert face à un problème qui, pour le moment, ne fait que s'accélérer parce qu'il y a aussi un flux d'arrivée. Cette nuit, la nuit de la solidarité organisée par la maire de Paris pour recenser les SDF, c'est une bonne idée ou pas, vous qui êtes député de Paris? C'est une idée qui a déjà été produite dans d'autres grandes villes. Moi, je trouve que de se rapprocher en permanence des personnes dans la rue, je trouve que c'est plutôt bien. C'est-à-dire que chacun prenne conscience et aille vers l'autre. Je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Après, voilà, c'est. Il peut toujours y avoir. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Et moi, malheureusement, je pourrais pas être là parce que je suis dans l'hémicycle et on travaille toute la nuit. Sur un projet de loi, mais voilà, je cherche pas du tout la polémique dessus. Je trouve que s'intéresser et être à l'écoute de l'autre, je pense que c'est toujours un moment important. On n'est pas du bétail. Hein. Oui, mais effectivement, on n'est pas du bétail, et ça, c'est en pensant très fort à certains usines, centres d'hébergement d'urgence, où c'est vraiment des usines où on vous fout 400 personnes dans une ancienne usine, pour être précis. Bon, mais ça peut être un point, monsieur le député. Vous savez, en ce moment, c'est la trêve hivernale. Donc, les expulsions sont gelées, sauf dans les centres d'hébergement. Dans un centre d'hébergement, que ce soit urgence, stabilisation ou réinsertion sociale, si on veut vous foutre dehors au mois de janvier, on vous fout dehors au mois de janvier. On pourrait peut-être étendre la période donc des expulsions aussi au centre d'hébergement. Mais pourquoi le SDF doit chaque matin repartir et refaire tout le circuit du 115 saturé pour avoir un toit? Alors je crois que c'est pas le cas partout. En tout cas, moi c'est un point sur lequel vous avez alerté et je vous ai écouté dessus. C'est un point sur lequel j'étais pas forcément sensibilisé. En tout cas, je pensais qu'on pouvait rester plus longtemps, et moi, de ce que j'ai vu dans certaines associations, certains centres, on pouvait rester plusieurs jours. En urgence. Donc, y compris en urgence, mais sur lequel je vais regarder, et je trouve que c'est une idée qui est assez intéressante de ce que vous dites. Et à quelle heure on est viré le matin? Ça, c'est la classique du préfet à Paris. Quand il a besoin de place en urgence, il réquisitionne des places. Et ça, c'est des places. Effectivement, après, si vous faites le 115 et que vous n'avez pas de solution, il n'y a plus de place. Oui. La saturation du 115, quand même, Sylvain Maillard, chaque hiver, on a le même problème. On nous explique qu'il y a effectivement des places, sauf que quand on appelle le 115, c'est très compliqué d'avoir une solution. Est-ce qu'on peut enfin, justement, résoudre ce problème de saturation du 115 ? La saturation du 115, c'est aussi la saturation à un moment de l'hébergement d'urgence, de l'organisation de l'hébergement d'urgence, qui est traduite par cette saturation de ce service. Et donc, il faut non seulement qu'on construise des places plus pérennes, dans l'idée que vous avez développée. Je trouve que c'est une idée tout à fait évidente. Et le service du 115 fonctionnera beaucoup mieux. Je pense que le but, c'est pas d'avoir une centrale qui répond plus vite, mais qui trouve pas de solution. On construit d'abord les solutions et ensuite la centrale naturellement va beaucoup mieux fonctionner. C'est le problème du 115, c'est le problème de tous les travailleurs sociaux. Moi, dans le cadre de mon RSA, j'ai un travailleur social qui me suit. Administrativement, je suis au top. Mais sauf qu'à chaque fois que je vais le voir, il me dit oui, mais niveau de l'hébergement, il n'y a rien. Voilà. Et pourtant, il relance les demandes, il demande. Mais on n'a rien, même y compris, moi je suis éducateur, on n'a rien, y compris pour des gamines qui sont en fugue, on n'a rien, il y a des cas. Moi, là, monsieur Collomb, alors, vous dites les centres d'hébergement, il y a des expulsions en hiver, mais il y en a eu aussi, par exemple, chez les Roms.
il y a eu des expulsions, il y a eu des bidonvilles qui ont été détruits, avec ce truc de dire on va réhéberger les gens. En fait, l'hébergement il dure 3 jours, et ensuite les gens qui ont été évacués des terrains en plein hiver se retrouvent dehors. Et les femmes qu'on voit aujourd'hui avec des enfants entre rue de la Roquette, entre Bastille et le Père-Lachaise, c'est des personnes roms qui ont été virées alors qu'ils étaient dans leur bidonville. Je dis pas que c'était le bonheur, mais pourquoi on n'a pas fait la trêve hivernale pour les bidonvilles? C'est absurde, ça rajoute des gens dans la rue. C'est idiot. C'est le même problème que toute expulsion. Et c'est des femmes avec des bébés. Normalement, personne ne devrait se retrouver à la rue parce que quand on voit une procédure d'expulsion, c'est une procédure. Bon, c'est carré, mais on la voit arriver. On sait qu'à un moment ou à un autre, on va être expulsé. Et c'est là, en amont, que les travailleurs sociaux n'ont aucun moyen pour éviter qu'on se retrouve à la rue. Pour qu'avant la date fatidique, il y ait une place d'hébergement ou d'hôtel ou quelque chose qui soit prévu. Zora. J'ai une question, c'est que il y a eu la création, il y a plus de 30 ans, des Restos du Cœur. On parle beaucoup du tissu associatif toujours mobilisé pour lutter contre la misère, la précarité, etc. Depuis toujours. Heureusement que les Français, et en tout cas les travailleurs sociaux, sont là. Mais quand est-ce que l'État prend ses responsabilités? Parce que les citoyens, à eux seuls, vous dites, c'est super, il y a la mobilisation des citoyens. On a 9 millions d'enfants pauvres aujourd'hui. S'ajoute à ça les mineurs isolés, la maltraitance des enfants, les SDF. Ça fait quand même une grosse liste. Vous n'êtes pas là depuis longtemps, mais vous avez clairement dit que vous étiez une autre politique et l'espoir. Pourquoi pas? Je veux bien l'entendre. Mais ça fait quand même... je veux dire, le système français fait qu'à un moment donné, on confie à l'associatif et aux citoyens la faim, le froid, sans-abri, la délinquance, etc. Non, il y a un moment donné, est-ce que aussi l'État peut pas avoir la volonté et donner les moyens? Les travailleurs sociaux, et moi je suis dans un CCAS aussi, on voit bien que nos limites, on n'est pas des magiciens, c'est-à-dire qu'on voit arriver cette misère et les pouvoirs publics ne donnent pas les moyens. Alors il va falloir être clair, est-ce qu'on dote le tissu associatif de moyens matériels, mais aussi d'un discours et d'une volonté claire, et auquel cas il y a des milliers de gens qui veulent bien agir, ou alors on reste dans le statu quo et on continue comme ça. Parce que c'est une vraie question. Une autre solution? On nomme au ministère du Logement Harry Potter et sa baguette magique. Ça peut marcher. Sylvain Maillard, est-ce qu'on a trop délégué justement et pas assez donné les moyens aux acteurs? D'abord, moi je pars jamais sur le fait de dire c'est toujours la faute de l'État. L'État, enfin quelque part c'est un peu nous tous. Donc soyons clairs, les associations sont très largement financées. On parle des associations par l'État. L'immense majorité du budget, je sais plus, c'est presque 90% de ces grandes associations qui au quotidien sont là. Hein, est financé par l'État. Leurs moyens sont financés par l'État. Donc ne pas croire que l'État, d'une façon, un grand E, se défausse. Est-ce que les moyens sont suffisants? Clairement non. Est-ce que uniquement... moi, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que ça ne doit pas être uniquement un enjeu de société, mais vraiment une mobilisation de tous en se disant... Il faut que l'on sorte de ça parce que c'est l'intérêt de tous de sortir de cette situation. Donc il faut mettre les moyens, il faut construire à long terme, il faut accepter qu'on soit dans le long terme, mais nous, notre difficulté, c'est qu'on doit gérer aussi le court terme tout de suite. Ouais, et donc c'est ça, c'est d'expliquer qu'on gère le court terme, on n'a jamais fait autant d'efforts, plus de 10 000 places à l'heure actuelle, mais il faut s'installer dans le long terme, et que construire, ça prend du temps, il faut des moyens, mais ça demande du temps, c'est ça qui est difficile. Le problème, c'est qu'on a aussi ces travailleurs pauvres, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, une fois qu'on a un boulot, on a les moyens d'avoir un logement et on se débrouille. Or, et Christian nous en parlait la semaine dernière, il y a beaucoup de SDF dans la rue qui travaillent, qui ont donc les moyens de se payer un logement. Qu'est-ce qu'on fait pour cela? Vous en connaissez beaucoup, vous, Christian? Pas mal, oui. Mais bon, c'est du travail assez instable, majoritairement de l'intérim, ou vous savez, les livreurs à vélo pour les sites de nourriture, c'est vrai, c'est de l'emploi précaire, mais c'est sûr que même avec le RSA, c'est très dur à vivre. Moi, j'avais des livreurs à vélo que vous retrouvez ensuite quand ils ont terminé, ils dorment dans la rue ou ils dorment sous des coins d'immeubles. Vous les connaissez, Et la boîte qui leur prête le vélo, il a rien, il pédale. Et vous, par exemple, vous nous avez dit, pardon, on sort du logement, mais vous nous avez dit que vous sortiez. Non, mais je veux compléter avec. Je veux compléter sur les revenus. Vous touchez le RSA. C'est combien le RSA? 500. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres revenus?
Ça m'arrive de temps en temps d'avoir une petite mission d'intérim, un truc à droite et à gauche, mais j'ai rien de régulier et c'est pas... jamais... Comment avec c'est quoi, 600, 700 euros, c'est ça? En tout? En moyenne, par mois? Non, c'est pas... Non, pas tout à fait. parce que c'est pas tous les mois, c'est pas tout le temps, ça dépend. Mais vous utilisez ces 5 ou 600 euros à quoi? Comment vous faites pour dépenser? Oui. Comment vous faites pour dépenser votre argent? Je suis quand même assez économe. Je gère et puis j'essaye de tenir le mois parce qu'il peut toujours nous arriver une couille en milieu de mois et il vaut mieux garder un petit peu d'argent de côté. Donc que ce soit les travailleurs pauvres ou des gens comme ça qui ont des faibles revenus, ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de toit, quoi, Sylvain Maillard. Exactement. Vous savez, moi, c'est ça le nœud du problème. Aussi 500 euros, on vous loue pas un hôtel, un petit hôtel. Il y en a plus. Ça pourrait être jouable, même si après il vous reste pas grand chose. Mais c'est plutôt, et surtout chez les gens de la rue, si on vous demande toujours un garant, on vous demande des fiches de paye régulières, des choses, voilà. En province, aller un peu plus loin où le logement, il y a plus de possibilités. Mais il y a moins d'emplois. Il y a moins d'emplois, d'accord. Mais pour une première étape... Qu'on soit bien clair. Évidemment, travailleurs pauvres, quand vous gagnez 500, 600, 700 euros, mais quand vous gagnez le SMIC, en région parisienne, vous êtes aussi un travailleur en quasi-situation de pauvreté, et si vous n'êtes pas en couple, c'est difficile de se loger. Moi, vous savez, je suis chef d'entreprise aussi. Le jour où j'ai découvert qu'un de mes salariés n'arrivait pas à se loger le soir, ça a été aussi un moment hyper difficile parce que vous touchez concrètement quelqu'un qui bosse hyper bien, mais qui le soir, son inquiétude, et qui fait des heures sub, qui est à rester, mais il s'en va pas parce qu'en fait, il sait pas où aller. Et que c'est hyper difficile. Et que ça nous touche tous au quotidien, que c'est pas uniquement... des personnes éloignées ou dans une très grande précarité, c'est aussi des gens... moi, c'est comme ça que j'ai connu vraiment le travail pauvre. Il y a des années déjà, que les travailleurs pauvres n'avaient pas, et donc il dormait dans sa voiture. Il avait une vieille voiture. Donc maintenant, c'est concrètement, ça touche énormément de personnes. C'est aussi pour ça qu'il faut construire, il faut qu'on baisse cette pression immobilière dans laquelle on est. C'est quelque chose de dingue. On a des prix de l'immobilier qui sont bien trop élevés parce qu'on ne construit pas assez. Il faut libérer du foncier. C'est aussi pour ça, là, dans le projet de loi qu'on va porter, et on y sera très attentif, il faut que ce soit plus facile, qu'il y ait des normes plus évidentes pour que ce soit moins cher la construction, que le foncier soit libéré automatiquement, parce que les gens viennent de plus en plus, je parle de la région parisienne parce que je connais bien, de plus en plus en région parisienne, et on n'arrive pas à construire suffisamment. Il faut construire, organiser la mobilité. Mais en grande banlieue. Mais vous savez, il y a du travail aussi en grande banlieue. Vous pouvez arriver très vite à Paris. Moi, je suis tout le temps à Argenteuil. C'est très vite d'aller à Paris. Mais la seule chose, c'est qu'il faut qu'on ne construit pas suffisamment. Il faut qu'on libère le foncier. C'est à vous de le faire aussi. C'est notre travail. Mais tout était organisé pour que ce soit bloqué. Oui, tout est organisé pour protéger. C'était ceinture et bretelles pour pas que ça sorte de terre. Donc c'est pour ça qu'il faut libérer. Mais il faut une loi pour ça. C'est une réaction, ça. Excusez-moi, mais des fois, ce genre de discours, ça me saoule un petit peu. Je vais vous faire 20 ans de politique en une phrase. Voilà, Chirac a parlé de réduire la fracture sociale. Derrière, on a eu Sarkozy qui a dit 0 SDF à la fin de mon mandat. Derrière, on a eu Hollande qui devait nous baisser la courbe du chômage. Et ensuite, Emmanuel Macron, au mois de juillet, qui nous dit qu'il n'y a plus personne à la rue au 31 décembre. Moi, j'ai enterré un pote le 2 janvier. Faut que vous preniez conscience que des gens, ils meurent dans la rue. Des femmes, des enfants, des personnes âgées meurent dans la rue. Ça, faut arrêter. Et il faut faire. Non, il faut faire. C'est tout. Mais parler, c'est bien. Mais ça fait 30 ans qu'on en parle. Mais personne. Vous serez jugé sur les faits, Sylvain Maillard. De toute façon. Moi, ce que je veux vous dire, vous le redire, et j'entends parfaitement ce que vous dites. Vous savez, moi, je suis peut-être pas un politicien professionnel. Je suis un chef d'entreprise qui était élu local, qui fait ça. Et je ferai autre chose après, plus tard. Et nous, on vient pour faire les choses. On a la volonté, je viens vous le réaffirmer, on a la volonté, on ne sera jugé que sur ce que l'on fait. Et vraiment, la nature même de notre travail et de notre mandat, c'est d'être pragmatique. Moi, je vous explique ce qu'on veut faire. On a vraiment l'ambition de réussir. On le sait tous qu'il faut lever les verrous qui bloquent. Par contre, ce qui est difficile, et ce qui est difficile à entendre, c'est que c'est du temps long. Et c'est ça qui est compliqué
à expliquer, mais il faut qu'on le porte. Il y a le temps court et le temps long. Le temps court, c'est de l'hébergement d'urgence et aussi de faire en sorte que de donner plus d'huile dans le rouage pour que ça se passe mieux. Séparer mais le problème de l'urgence du reste, monsieur. Commencez par ça en termes de méthode. Mais on doit faire les deux. On doit faire les deux. Séparer la question, séparez-les. Je dis pas qu'il faut pas les traiter concomitamment. Séparer la question du logement d'urgence qui est un point et la question de l'urgence un point, la question du logement, de la construction de capacités supplémentaires, deuxième point. Merci. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut construire. La seule chose, c'est que si on ne libère pas du foncier, si on ne libère pas aussi les normes, on n'arrivera pas à s'en sortir. Mais pour les personnes dans la rue, pour mais également pour toutes celles qui attendent, parce qu'il y a beaucoup de mal logés aussi. On ne parle pas des mal logés. Il y a beaucoup de mal logés qui ont besoin aussi de logements qui soient aux normes du 21e siècle. Oui, juste pour finir, ce qu'on dit dans la rue, c'est qui vivra verra, quoi. C'est du pragmatisme. Alors, on attend et on attend. Vous reviendrez tous les deux et on fera le bilan. Peut-être que vous pouvez rester en contact tous les deux d'ailleurs. C'est proposé. C'est Sylvain Maillard, Christian Page. Merci d'être venu dialoguer dans les GG, dans les grandes gueules.